Salut à tous! Enfin, on attaque la deuxième partie de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et après 4 épisodes de présentation qui nous permettaient de poser les bases des intrigues, mais aussi les enjeux et les différents personnages que nous rencontrons, on va enfin peut-être, je l'espère, passer aux choses sérieuses. Parce que cet épisode 5, il était intéressant sur certains points de vue, et sur d'autres, il m'a un petit peu déçu parce que c'est vrai que, eh bien, vu qu'on a quitté cette période des 4 premiers épisodes qui étaient assez lents, qui prenaient le temps, je m'attendais à ce que les 4 suivants soit un peu plus rythmé, avec beaucoup plus d'accentuation de l'action et des péripéties, et notamment le scénario qui avance, et forcé de constater qu'on est sur le même rythme, c'est toujours très lent, il y a pas mal d'intrigues qui font même quelquefois du surplace, mais là où c'était intéressant, c'est que cet épisode va répondre à certaines questions, tout en soulevant d'autres énigmes, et c'est vrai que certaines réponses apportées dans cet épisode soulèvent de nouvelles énigmes qui créent encore plus de mystère autour de certains éléments de la série, donc pour l'instant c'est toujours très sympathique, même s'il est vrai que cet épisode, eh bien, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais par moments, voilà, j'avais vraiment un petit peu envie de secouer les personnages et de leur dire que ça y est, maintenant, tout est posé, il faut un petit peu plus se bouger, hein. On verra bien peut-être si les prochains épisodes sont beaucoup plus orientés sur de l'action, sur des péripéties et des choses qui avancent. J'ai l'impression que oui, essayer de bien doser l'action et ne pas trop aller dans l'excès d'action qu'on pourrait voir dans certains films, donc à voir si le rythme reste volontairement lent pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rythmé sur la fin de la saison. Comme pour les fois précédentes, je vais revenir sur les grands axes de cet épisode et on va commencer par les Hobbits parce que il y a de quoi dire cette fois-ci sur l'étranger qui nous réserve pas mal encore de mystères. Déjà pour commencer, l'introduction des Hobbits migrateurs, c'est très bien vu et en plus ça nous permet d'avoir une chanson très sympathique, mais aussi et surtout toute l'évolution de ce voyage qu'on peut voir sur une carte, tout en nous permettant d'admirer des superbes paysages. C'est très certainement des paysages tournés en Nouvelle-Zélande, et j'ai trouvé cela vraiment super parce qu'on reconnaît toute cette atmosphère qui faisait le charme de la trilogie de Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux, un petit peu moins dans le Hobbit parce que le Hobbit était assez numérique, et là j'ai encore un petit peu cette impression de voir par moments du numérique, même si les grands panoramas sont très appréciables. On les voyait dans le Hobbit, notamment dans le tout premier Hobbit, le voyage inattendu, où l'on pouvait admirer des paysages, des cascades, des forêts. Là c'est un peu la même chose et ça fait vraiment plaisir à voir toute cette continuité visuelle entre les deux sagas. Et au-delà de tout cet aspect admiratif, on apprend pas mal de choses sur l'étranger, et j'étais d'ailleurs très surpris de voir qu'il commence à maîtriser le langage, savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il va même à un moment parler des lucioles qu'il a malencontreusement tuées, et c'était pas mal parce qu'on voit que le personnage a conscience qu'il est quelqu'un d'important, notamment dans une séquence où il va regarder les étoiles et essayer de se repérer peut-être ou de retrouver quelque chose. Peut-être que c'est toute cette histoire avec les astres qui vont lui permettre de retrouver la mémoire et un petit peu plus avancer vers sa quête d'identité, chose qu'on n'avait pas forcément vu dans les autres épisodes parce que le personnage était un petit peu dans tous les sens, il savait pas où regarder. Là, vu qu'il a un objectif et qu'il va accompagner les Hobbits, eh bien on va en apprendre davantage sur ce personnage et ça va créer encore plus de mystère autour de lui parce que on pensait vraiment que c'était peut-être Gandalf ou un mage gris, mais maintenant avec les éléments présents dans cet épisode, j'ai plutôt tendance à me dire que c'est peut-être un personnage qui est assez méchant, et je penche peut-être pour Sauron, le Seigneur des Ténèbres qui est réincarné en ce vieillard. Et un peu plus tard dans l'épisode, on a cette séquence où des espèces de prêtresses habillées en blanc avec les mains toutes recouvertes de noirceur vont se déplacer sur le lieu où l'homme s'est écrasé, et je me demande bien si tout cela n'est pas fait pour un petit peu encadrer le Seigneur des Ténèbres qui revient sur Terre, même si c'est un petit peu contre le lore parce que en fait Sauron il était toujours présent, c'est juste qu'il s'est caché et à un moment il réapparaît, on ne sait pas comment. Maintenant ça peut être une explication qui se tient, et c'est vrai que par la suite je tends de plus en plus vers cette explication parce qu'on va voir qu'à un moment il va sauver les Hobbits qui sont attaqués par des créatures dont je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais pour moi je reste quand même persuadé que ce sont des wargs un peu plus sauvages, à l'inverse des wargs qu'on a vus dans les premiers épisodes qui sont beaucoup plus primaires et très détaillés, que j'ai pas forcément apprécié et qui sont même peut-être un petit peu atrophiés. Là on a des wargs qui sont beaucoup plus sauvages avec un pelage, un visage et peut-être même un peu moins de bave comparé au premier qu'on avait vu. Et là l'étranger va utiliser sa magie pour faire partir les créatures, et en utilisant cela j'ai trouvé à un moment que quand il regardait son bras était tout noir, il y avait beaucoup de noirceur en lui, et quand il va le plonger dans l'eau et créer cette espèce de glace pour se refroidir, je pense que c'est peut-être une image ou un symbole, en tout cas moi c'est ce que j'en détecte, comme si c'était un petit peu toute sa froideur
froideur qui ressortait en opposition à la chaleur quand il a atterri et qui avait cette espèce d'œil qui ressemblait énormément à un symbole de Sauron. Là, c'est un peu pareil, sauf que comme il va avoir ce symbole de glace, ça peut peut-être rappeler le début de la série où on avait vu Galadriel dans la forteresse de glace. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, le fait qu'il ait cette espèce de noirceur dans la main, qu'il a un pouvoir incontrôlable, qu'il essaye de faire peur aux créatures et que sans faire gaffe, à un moment, il va blesser Poppy, eh bien, je commence un petit peu plus à me questionner sur vraiment les bonnes intentions du personnage. En plus, et là, c'est peut-être moi qui me fais de fausses idées ou qui ai une mauvaise interprétation, j'ai cette impression comme s'il avait ce regard du style « Ah ouais, en fait, j'ai tout ce pouvoir en moi et ça fait pas mal de dégâts. » Et tous ces éléments mis bout à bout, le fait qu'il ait prêtresse, qu'il utilise un pouvoir assez sombre, qu'il fasse fuir les créatures, qu'il fasse du mal à Poppy, qu'il ait cette espèce de froideur, qu'il parle avec des runes, c'est assez incompréhensible et si les prêtresses étaient là, c'est qu'il y a clairement quelque chose de malveillant et maléfique avec ce personnage, donc je serais plutôt tenté de dire que ça serait peut-être éventuellement Sauron réincarné, ou alors si c'est l'un des magiciens, eh bien il faudra justifier ses prêtresses et montrer peut-être qu'avec ses prêtresses, elles vont essayer de pervertir ce magicien en essayant de jouer sur le fait qu'il est amnésique pour le retourner contre sa volonté et lui faire gagner le camp du mal. Toutes les séquences des Hobbits sont dans la continuité de ce qu'on a vu, et encore une fois, je suis très surpris par cet individualisme des Hobbits que j'avais déjà un petit peu souligné dans l'épisode 3. Là, c'est la même chose avec le reste du groupe qui veut abandonner Poppy, sa famille et l'étranger parce qu'ils ont peur que ça crée un petit peu plus de tension et amène du mauvais sort sur le groupe. Mais maintenant, le fait que l'étranger ait sauvé les Hobbits, je pense qu'il va être vu d'un autre œil et peut-être que ça va être le fameux déclic pour les Hobbits qui vont peut-être un petit peu plus s'ouvrir au monde, même s'il faut l'avouer, les Hobbits, ça reste des créatures qui pensent avant tout à leur nombril plutôt qu'à penser au reste du monde. Dans un deuxième temps, il y avait toutes les séquences autour du personnage de Hadar, Arondir, Théo et Bronwyn, cette intrigue avec la fameuse tour elfique qui va peut-être, même je pense très certainement, être attaquée dans le prochain épisode. Et en fait, Hadar, là encore une fois, c'est un personnage qui révèle de plus en plus de ses facettes. À un moment, il va se mettre au soleil et admirer le soleil, et même un peu profiter des rayons du soleil, et il y a un orque qui va venir, et j'ai beaucoup apprécié cette séquence parce qu'en fait, il va dire à l'orque « enlève ton bras » et l'orque va carrément avoir son bras qui crame, et en fait c'est tout à fait logique parce que les orques sont des créatures de la nuit, ce sont des créatures ténébreuses qui sont corrompues, alors que la lumière est quelque chose qui les réchauffe, qui leur rappelle leur condition d'elfes alors qu'ils étaient avant des elfes, même si cette explication des elfes torturés fait encore débat chez les spécialistes pour l'origine des orques. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette séquence, c'est que Hadar va lui dire « Eh bien moi je profite encore du soleil et c'est une sensation que je ne retrouverai plus, c'est la chaleur des Valar, toute cette bienveillance et cette bonté qui disparaît petit à petit et qui va être peut-être obscurcie avec les ténèbres. » Et on l'a vu dans le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, à un moment Gandalf dans la version longue va parler avec Pipin et lui dire qu'en fait le Seigneur des Ténèbres envoie des nuages pour cacher l'avancée des orques parce que les orques ne peuvent pas avancer lorsqu'il y a de la lumière, et je pense que le Mordor tel qu'il est actuellement, il est encore trop bercé par la lumière et c'est ce qui explique que les orques craignent autant la lumière. Peut-être on va voir plus tard la naissance du Mordor comme j'en ai parlé dans une théorie avec notamment l'explosion du Balrog qui ferait que le Mordor deviendrait cette terre aride qu'on connaît déjà dans la saga. Une théorie qui pour l'instant, je suis assez surpris, est toujours actuelle, donc vous avez de quoi aller regarder si jamais cela vous intéresse. Et pour ce qui est de l'identité de ce personnage qui est Hadar, je reste sur ma première idée, c'est-à-dire qu'il s'agit de Maglor, l'un des fils de Fëanor, qui a jeté un Silmaril dans la mer et qui explique pourquoi il a cette main caché par cette pièce d'armure, tout simplement parce que le Silmaril lui a brûlé la main. C'est là aussi tout un symbole parce que lorsqu'il va parler de cette lumière qu'il ne ressent plus, et même le Silmaril c'est un objet très particulier qui est convoité par les personnages et on est tenté de un petit peu se contempler à travers ce joyau qui nous illumine, c'est-à-dire qu'en fait Maglor il a vraiment lancé dans la mer le Silmaril, il a volontairement abandonné l'héritage de son père Fëanor pour s'abandonner aux ténèbres, et ce qui explique peut-être cette phrase comme quoi il n'a plus la lumière en lui et il profite des derniers rayons du soleil avant d'être totalement ténébreux. Lorsque Bronwyn va parler du plan d'Adar, comme quoi il leur propose de se rendre et de se soumettre au mal, forcément il va y avoir des dissensions au sein du clan et deux clans vont se former, un qui préfère rester dans la tour des elfes pour tenter sa chance et l'autre qui va partir pour essayer de sauver sa peau en se soumettant au mal. Et la séquence qui suit est assez intéressante parce que le personnage va se jeter aux pieds d'Adar et se soumettre à Sauron, et en fait effectivement
apparemment, comme beaucoup me l'ont dit sur les réseaux, Hadar semble assez agacé par cette situation, et en fait je pense que ce personnage croit que Hadar est Sauron, ça permet encore plus de brouiller les pistes sur l'identité du Seigneur des Ténèbres. Je pense que c'était juste peut-être un peu un jeu de pouvoir pour montrer qu'il n'aime pas la soumission juste par la peur et parce que le personnage dit ce qu'il a envie d'entendre, il veut vraiment une totale adhésion en fait à son idée de ténèbres. Là aussi c'est assez mystérieux parce que la série coupe au bon moment et on n'arrive pas à savoir ce qu'il fait, s'il va se suicider en se coupant la gorge, s'il va tuer le jeune, ou bien s'il va, moi c'est peut-être mon idée, eh bien se trancher la main pour rendre hommage au mal. C'était ce qu'avait fait l'homme sauvage du pays de Dain à Saruman dans les Deux Tours, et j'aimerais bien voir cette séquence là pour montrer un petit peu cette adhésion, parce que c'est avec le prix du sang qu'on se donne totalement aux ténèbres. Peut-être que dans le prochain épisode on verra le cadavre du tavernier ou du jeune, ou bien le tavernier qui s'est enroulé la main avec un chiffon pour cacher sa blessure. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'était assez intéressant de montrer qu'en fait Hadar est un personnage qui ne veut pas juste une soumission banale, il veut une totale adhésion à son idée. Et pareil pour toutes les séquences d'Arondir et Théo, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Théo va révéler à Arondir ce qu'il a trouvé, et c'est là aussi très important parce que les elfes sont les gardiens de l'histoire, ils savent un petit peu comment guider les personnages lorsqu'il s'agissait de comprendre quelque chose de très ancien que les personnages assez entre guillemets jeunes ou récents ne pouvaient pas comprendre. Et là Arondir c'est la même chose, lorsqu'il voit l'épée, et bien de suite ça va lui rappeler quelque chose de très ancien, et il va enlever tout le lichen qui recouvre le mur pour faire apparaître l'épée, et en fait il y a une espèce de statue, et là je ne l'explique pas très bien, j'ai comme l'impression de voir un masque en fond. Est-ce que c'est le masque de Morgoth ou bien le masque de Sauron, le Seigneur des Ténèbres? Je serais partagé entre les deux, mais en tout cas cette épée est assez atypique parce qu'on voit clairement qu'elle plonge et qu'elle coupe quelqu'un en deux, ou qu'elle est plongée dans le ventre de quelqu'un pour se nourrir du sang là aussi, donc c'est vraiment une notion de sacrifice. En plus là c'est peut-être moi qui parle et mon côté un peu historien, mais j'ai l'impression que la gravure fait étonnamment penser à une gravure un peu maya ou aztèque, et là aussi on connaît tout le culte du sacrifice et le sacrifice sanglant chez les mayas et les aztèques. Alors est-ce que peut-être ça serait une sorte d'épée qui permettrait un petit peu de sacrifier des gens en l'honneur de Morgoth, parce que on sait qu'il y avait un culte du sang et de la magie noire chez ce Seigneur des Ténèbres, et peut-être que ça va ressurgir à travers cette épée qui est une sorte de clé de voûte de toute la religion du Seigneur Noir, ou bien est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe? En tout cas pour l'instant il y a pas mal d'éléments à ce niveau-là, mais je pense que l'épée a une vocation avant tout un peu entre guillemets religieuse ou de pouvoir ou d'autorité, plutôt qu'une dimension vraiment guerrière. Et bien pour moi je me dis que tous les éléments s'imbriquent, et on verra peut-être dans le futur si cette épée aura son importance. C'était très important de montrer que les elfes sont les gardiens de l'histoire et qu'ils peuvent déverrouiller certaines choses grâce à leur connaissance et à leur longue existence. En tout cas une chose est sûre, dans le prochain épisode il y aura une grande bataille et le sort de cette épée risque d'être très important. En plus Théo a déjà un petit peu nourri l'épée avec son sang, donc à voir là aussi si cela ne dépeint pas totalement sur sa personnalité dans le futur. Et pendant que de ce côté-ci on avait pas mal de réponses, et bien l'autre côté avec Númenor, c'est là peut-être l'ombre à cet épisode. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de surplace à ce niveau-là. Galadriel et Halbrand qui font un petit peu leurs choses de leur côté. Il y a Elendil qui essaye un peu de canaliser son fils, Isildur qui essaye un petit peu de faire pas mal de choses, mais qui n'y arrive pas et qui se prend à chaque fois des murs. Voilà, cette partie-là de Númenor, elle m'a moins intéressé, alors que pourtant dans les épisodes précédents, j'étais beaucoup plus intrigué, il y avait pas mal d'éléments. Là, il n'y a pas eu vraiment de choses très intéressantes. Númenor, voilà, c'était vraiment l'ombre du tableau, et heureusement que ça n'occupait pas non plus beaucoup de temps à l'écran. Ces séquences étaient l'occasion d'insister sur la longue préparation avant le voyage. On apprend qu'il y a 5 bateaux avec 500 hommes qui sont prévus, et en fait là où c'était pas mal aussi quand même, il faut le reconnaître, hein, c'est que Pharazôn va en fait révéler à son fils son réel but, c'est-à-dire qu'il va essayer d'aller dans le sens de la reine pour entre guillemets intervenir en Terre du Milieu et sauver le peuple du Sud de la menace des ténèbres, mais en fait lui son objectif, il est clair, c'est d'asseoir la domination de Númenor en Terre du Milieu avec des conquêtes, le fait de récupérer des mines, des cités, des esclaves, du commerce, des matières premières. En fait, il y a toute cette volonté colonialiste, et cela est clairement visible dans le dessin de ce personnage, et en plus, le livre est là aussi très clair à ce niveau-là. Les Núménoréens se voyaient un petit peu comme des hommes supérieurs, et ils avaient toute cette arrogance qui leur était si propre sur la fin de l'existence de l'île de Núménor. Pharazôn, il a vraiment toute cette idée, mais il ne va pas le dire directement à la reine, parce qu'il ne veut pas que son plan soit totalement dévoilé pour ne
pas mettre en péril son idée, et le péril va venir de bien plus proche de lui, parce que ce n'est ni plus ni moins que son fils en personne qui va essayer de contrecarrer les plans de son père, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a la volonté de détruire les bateaux. Il veut essayer d'empêcher son père de mettre à profit son plan pour ne pas conquérir des territoires et mettre à mal l'île de Númenor. Bon, après c'est vrai que la petite séquence rocambolesque avec Isildur qui se cache dans le bateau et qui veut faire un petit peu le passager clandestin, c'était clairement visible à des années-lumière, mais bon voilà. Au moins ça permettait de justifier cette grande explosion qui était assez réussie, et le fait qu'Isildur va un petit peu regagner de l'estime auprès de son père, même si dans le regard, je vois clairement qu'Elendil n'est absolument pas convaincu par la version de son fils, mais qu'il a vraiment d'autres chats à fouetter dans l'immédiat. Le principal c'est de sauver les bateaux et tout ce qui peut l'être. Et un peu plus tard, ce que j'ai apprécié, c'est cet échange entre le roi et sa fille Myriel, où le roi va déconseiller à sa fille de retourner en Terre du Milieu, parce que je pense clairement qu'il entrevoit le fait que si elle part, elle condamne l'île de Númenor et qu'elle risque de marcher sur les pas de ses ancêtres et peut-être même ramener un peu de ténèbres à Númenor, donc il ne faudrait pas qu'elle parte. C'est dans cet esprit-là que j'ai trouvé ce dialogue entre le père et sa fille tout à fait intéressant. On va passer sur pas mal de séquences entre Halbrand et Galadriel, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Le départ à la fin était pas trop mal, faudra juste m'expliquer comment Galadriel a récupéré son armure entre temps, mais bon, ça c'est voilà, c'est juste du petit détail, mais c'était bien prenant de voir Halbrand totalement accepter son destin et partir en direction de la Terre du Milieu, et ainsi quitter l'île de Númenor pour de prochaines aventures qui, je l'espère, sauront ravir nos attentes. Et enfin, pour conclure, il y a quelques petits passages assez rapides entre le prince Durin IV le nain et Elrond, Gil-galad, Celebrimbor et compagnie. Ça permet d'avoir quelques échanges assez intéressants, et notamment d'en apprendre beaucoup plus sur l'importance des échanges entre les elfes et les nains, la destinée entre ces deux peuples, le fait qu'ils soient reliés à quelque chose d'assez ancien avec la lumière du Silmaril. Et j'ai pas mal aimé cette petite histoire avec le Balrog et l'autre personnage qui s'affrontaient à côté d'un arbre pour essayer de récupérer la lumière d'un Silmaril qui s'est enfoncé dans les profondeurs de la terre, et ça permettait d'expliquer toute l'origine du Mithril et le fait que c'est un minerai qui est resplendissant, qui brille de mille feux et qui permet un peu d'unir le peuple nain parce qu'il faut pouvoir creuser pour le trouver, et le peuple elfe parce que le Silmaril c'est avant tout l'elfe Fëanor qui en est le concepteur, et ça permettait d'avoir cette ambiguïté entre le pouvoir, le désir, le fait que les elfes veulent retrouver toute cette chaleur qui leur était si chère par le passé, alors que les nains veulent vraiment s'enrichir et peut-être essayer de trouver quelque chose à faire avec ce nouveau matériau qui leur tend les bras. Et là où c'était intriguant, c'est qu'il y avait encore des rivalités entre le prince Durin IV et Gil-galad, le fait qu'ils s'envoient des piques, qu'ils font des références au passé, eh bien ça va peut-être remettre de l'huile sur le feu avec le Mithril, et là où c'était pas mal, c'est que Gil-galad va clairement dire à Elrond qu'il a le choix entre condamner les elfes ou bien rester de connivence avec son ami Durin IV, et on va voir que Durin IV est très content de savoir qu'il a le destin des elfes dans les mains, mais Elrond va lui dire qu'en fait il ne savait pas qu'il avait été envoyé en réalité là-bas pour espionner et en apprendre davantage sur le Mithril. Et là où c'est pas trop cohérent, c'est que Durin IV il ne veut pas partager ce savoir, et il a dit à Elrond qu'il ne faut surtout pas le partager aux autres parce que ça pourrait déclencher des querelles ainsi que des convoitises, et là eh bien on voit clairement qu'il y a des convoitises. Celebrimbor est très intrigué par le Mithril, et pareil pour Gil-galad qui voit dans cette découverte l'opportunité de soigner le mal qui ronge la Terre du Milieu et le retour des ténèbres. Et là par contre où j'ai pas trop compris toute cette noirceur qui jaillit de l'arbre et qui le ronge de l'intérieur et qui va faire tomber ses feuilles, j'ai pas trop compris quelle est l'histoire derrière. Est-ce que en fait le mal revient et ressurgit pour pervertir le monde et que la lumière du Mithril va permettre de sauver tout cela, ou bien ça n'a rien à voir et qu'il a essayé un petit peu encore de faire des roublardises à Elrond alors qu'il s'est servi de lui pour arriver à ses fins. Pour l'instant j'arrive pas trop à saisir cette histoire avec le mal, le Mithril. Pareil, l'histoire qu'on nous a racontée avec le Silmaril, l'arbre et la bataille entre ce personnage et le Balrog, et le fait que le Silmaril se soit disloqué entre guillemets dans la terre et que ça a donné naissance à ce métal précieux. J'ai cherché un petit peu dans les livres, j'ai pas vu d'histoire à ce niveau-là, j'ai même un petit peu fouillé les livres qui sont pas encore traduits, donc les History of Middle-earth, j'ai pas vu d'éléments qui vont vers cette histoire-là, donc j'ai un petit peu du mal à savoir si c'est réel ou pas, ou si c'est totalement inventé par la série. Même à un moment, je me suis dit, mais attends, le mec qui affronte le Balrog au pied d'une falaise avec un arbre, mais est-ce que ça serait pas en fait Glorfindel qui affronte le Balrog? Mais en tout cas, voilà, c'était pas mal de réintroduire toute cette querelle entre les nains, les elfes, le fait que Durin soit encore un petit peu susceptible sur certains points, mais qu'en fait il ait utilisé la roublardise lui aussi et son intelligence pour piquer une belle table à Gil-galad et que le haut roi des elfes n'ait rien vu. Alors là, c'était assez improbable. À voir si le
destin des elfes et des nains est tout aussi lié dans les prochains épisodes ou pas du tout. Globalement, un épisode que j'appellerais encore de transition, avec pas mal de surplace sur certaines choses, même si Númenor est enfin derrière nous et on va pouvoir avoir beaucoup plus de choses dans le futur. Je pense que l'épisode 6, 7 et 8 vont nous introduire beaucoup plus d'action, beaucoup plus de péripéties et je l'espère de réponses sur ce que ces premiers épisodes nous ont dévoilé. Donc à voir si les choses vont vraiment s'accélérer dans les prochains épisodes et j'espère que le rythme va être beaucoup plus soutenu avec peut-être de l'action. Certes, c'est comme la communauté de l'anneau et le voyage inattendu, il faut poser les bases et permettre de bien comprendre tous les enjeux. Maintenant, c'est clair que la communauté de l'anneau et le voyage inattendu, il y avait par moments des petites escarmouches et des batailles. On peut pas dire que la série soit très dynamique à ce niveau-là, mais c'est pas totalement pour me déplaire, quelque chose qui prend son temps, c'est bien aussi. On verra dans les prochains épisodes si ça accélère ou pas, si les séquences que je qualifierais d'assez ennuyante de Númenor sont bien derrière nous et qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus dynamique. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour la suite. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour d'autres analyses et explorations en Terre du Milieu. Salut à vous!